Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'information, l'Agglo et vous. Au sommaire, ce mois-ci, la signature du contrat de ville 2024-2030 avec de nouvelles perspectives d'investissement dans les différents quartiers du territoire. Quartier toujours avec la ZAC des deux villes à Montigny-en-Gohelle et la déconstruction spectaculaire d'un ensemble de 3 immeubles. Nous parlerons ensuite de la réduction de nos déchets et de l'opération Foyer Zéro Déchet, initiée par le CIMEVAD et l'Agglo. Nous visiterons le nouveau pôle culturel de Wagny, érigé à la fosse 2 et baptisé Mine de Culture. Enfin, nous parlerons de tourisme avec notre invitée de la semaine, Sophie Wilhelm, la directrice de l'Office de tourisme des agglomérations de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin. Mais sans plus tarder, ouvrons ce magazine par une signature, celle du contrat de ville 2024-2030, qui réunit l'État, l'agglomération, les communes et une multitude de partenaires autour d'un seul et même objectif, améliorer la vie des quartiers et de ses habitants. Plus d'explications avec ce sujet. Désormais baptisé Engagement Quartier 2030, le contrat de ville Nouvelle Mouture a été signé au début du mois d'avril. Cette feuille de route pour l'amélioration de la vie des quartiers et de ses habitants a subi un sérieux lifting. Non pas dans sa géographie, puisque la liste des quartiers prioritaires n'évolue pas dans notre agglomération, mais plutôt sur la méthode. À la demande des élus locaux, des zones dites vulnérables complémentaires vont voir le jour, comme nous l'explique Philippe Kemmel. Nous disions que finalement il y avait une forme d'injustice quand on pouvait apporter de l'aide d'un côté de la ville et parfois l'aide méritait aussi d'être donnée de l'autre côté de la ville. Donc on a pu finalement modifier ce qu'on appelle d'un point de vue technique les territoires politiques de la ville. Et une fois qu'on a eu ces périmètres, l'enjeu c'est d'y travailler thématique par thématique, pour apporter des réponses les plus concrètes possibles aux attentes des habitants, que ce soit sur le thème de la culture, de la santé, de l'école, pour leur permettre de profiter de tout ce qu'une République peut offrir à ses habitants, qu'ils en bénéficient aussi sans se sentir exclus de ces politiques publiques. Santé, transition économique et écologique, émancipation des habitants, voici les 4 axes thématiques de ce contrat pour la période 2024-2030. Autant de priorités qui s'appuient sur l'analyse des besoins sociaux réalisés par les services communautaires et qui trouvent écho auprès de 25 partenaires au cœur même des quartiers. On a les banques des territoires, on a les bailleurs sociaux, on a la CAF. En fait, on a une multiplicité d'acteurs qui tous, dans leur champ d'action, ont des choses à apporter aux gens qui habitent les quartiers politiques de la ville. Et en réunissant les énergies de chacun, forcément, on crée des synergies et forcément, on va apporter des réponses probablement plus utiles, plus opérationnelles. Et les gens devraient beaucoup plus s'y retrouver. Les populations devraient beaucoup plus s'y retrouver. Ces engagements Quartier 2030 s'inscrivent pleinement dans les politiques menées par l'agglomération, que ce soit au travers du plan local de santé, de l'habitat ou encore du projet de territoire écologique. Et après les signatures, place maintenant au concret. Maintenant, on va continuer. Les villes présentent des programmes, ils sont validés, et puis ensuite, on s'efforce de faire en sorte qu'on s'aide mutuellement pour que les programmes se mettent en ordre le plus rapidement possible. Les engagements Quartier 2030 rassemblent 20 300 habitants, soit environ 16% de la population de l'agglomération. En bref, sachez que l'agglomération Hénin-Carvin s'est vu récemment décerner le prix Haut la Belle Ville dans la catégorie intercommunalité. L'Agglo est ainsi la première collectivité de ce type à recevoir cette distinction nationale qui récompense sa politique volontariste envers l'artisanat et le commerce de centre-ville. Le prix a été remis au président de l'agglomération Christophe Pilch et au vice-président en charge du développement économique François Terré, pas peu fier de cette distinction. On l'écoute. Un sentiment de grande satisfaction, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on travaille sur le sujet du commerce de proximité. C'est un de nos chevaux de bataille, puisque au cœur de toutes nos politiques, on a pour volonté de rapprocher l'humain. Et comment mieux rapprocher l'humain qu'autour d'une boutique de proximité. On a différents types d'aides. On a des aides à l'immobilier, de l'aide au loyer. Je crois que depuis le début de ce mandat, en aide au loyer, on a distribué 178 000 euros. On a l'aide à l'investissement aussi, investissement productif pour les commerces, les artisans. Là, on a distribué plus de 800 000 euros, 850 000 euros, je crois. Enfin bref, au total, c'est à peu près 1 million d'euros qu'on a consacré à l'aide au commerce de proximité.
Direction à présent Montigny-en-Goële et le quartier de la ZAC des Deux-Villes. Un secteur en pleine mutation et qui a vu disparaître de son paysage les résidences Flandre, Bourgogne et Dauphiné. Une opération de déconstruction impressionnante entre émotion et renouveau. Après une ambitieuse phase de concertation avec les habitants en 2019, le début des travaux de rénovation des résidences Artois, Bretagne et Alsace, puis l'inauguration de nouveaux services à la population, la mue de la ZAC des Deux-Villes s'est poursuivie depuis le mois de mars. Les travaux de déconstruction des résidences Flandre, Bourgogne et Dauphiné ont été enclenchés. Les premiers coups de grignotage ont été confiés à Marcello Della Franca, maire de Montigny-en-Goële, et Christophe Pilch, le président de l'agglo Hénin-Carvin, qui pilote ce plan de renouvellement urbain. Mais avant cette étape spectaculaire, il a tout d'abord fallu procéder au curage de cet ensemble de 94 logements, trier l'ensemble des déchets et désamianter les bâtiments. La troisième phase, c'est celle que vous avez vue aujourd'hui, c'est la déconstruction. Donc déconstruction des superstructures dans un premier temps. Les superstructures, c'est tout ce qui dépasse du sol, de manière simple. Broyage des bétons pour les évacuer, pareil, vers un centre de revalorisation. Et ensuite, on s'attaque aux infrastructures, donc tout ce qui est en dessous du sol. La présence d'isolants polystyrène dans le béton a nécessité un traitement particulier en centre spécialisé. Un nombre public était présent pour assister au lancement de l'opération et une émotion plus que palpable régnait autour du chantier. J'ai habité ici tout à fait à proximité des lieux et en fait voir disparaître une partie de bâtiments qui ouvre le paysage, ça peut être étrange mais aussi réjouissant. Mais aussi je pense aux habitants qui ont passé des décennies ici en famille, qui ont créé des souvenirs avec leurs voisins, qui ont créé une famille. Vous venez d'assister au début de la déconstruction de cet ensemble. Qu'est-ce que ça vous fait? Très mal. Très mal. Parce que j'ai travaillé là 40 ans. C'est que ça me fait des rappels, des bons et des mauvais, bien sûr. C'était réputé au niveau de la ZAC de Montigny, Flandre, Dauphiné, Bourgogne. On a vu des vertes et des pas mûres. Et quand j'étais des enceintes, j'en voyais aussi. Qu'est-ce que vous garderez comme bon souvenir de cet ensemble? Que des gens étaient tous très gentils. Bien sûr, j'avais des petits cas, mais les petits cas, on les oublie. J'ai des très bons souvenirs. Le bailleur social Pas-de-Calais Habitat a accompagné les 57 familles de l'ensemble avec 40 relogements et 17 départs spontanés. Le coût total de la démolition s'élève à plus de 2 millions d'euros, entièrement financé par l'Agence nationale de renouvellement urbain. Des aménagements transitoires portés par la ville de Montigny prendront place avant l'arrivée de nouveaux projets. Il y aura une antenne de notre centre social, un centre social qui a été créé depuis 4 ans maintenant à Montigny-en-Goële, qui bénéficiait déjà d'une antenne à la plaine et de très peu de locaux ici dans le quartier. Il y a des logements individuels qui sont prévus en accession à la propriété, donc entre 50 et 60 logements sont prévus à l'arrière de cette emprise. Il aura fallu plus de 8 semaines pour venir à bout des 3 bâtiments et penser désormais à la nouvelle vie de ce secteur. Ouvrons à présent une large page consacrée à nos déchets. L'agglo Hénin-Carvin poursuit tous azimuts sa politique de sensibilisation au zéro déchet. L'opération nettoyage des zones vertes avec les écoles en est un exemple. Du côté de l'école Curie de Noël-Godot, les élèves ont collecté un nombre impressionnant de déchets du côté de la base du terri Sainte-Henriette. On avait commencé par regarder des documentaires sur les déchets. Ensuite, on avait été dans un centre de tri pour apprendre toutes les catégories de déchets. Et ensuite, aujourd'hui, on est venu pour ramasser les déchets. Alors, nous sommes sensibilisés au niveau de ma classe et de l'école à tout ce qui est tri des déchets, gaspillage alimentaire. Donc cette sortie en fait faisait le point un peu final et concret de tout le travail que nous avons fait tout au long de l'année sur le tri des déchets et sensibilisation au fait qu'il faut quand même préserver la planète. Forte de cette sensibilisation, l'école Curie de Noël-Godot a donc répondu naturellement à l'invitation de l'agglo Hénin-Carvin à nettoyer la nature. Équipés de sacs pour trier, de gants et de chasubles, les élèves, parents et professeurs de l'école ont parcouru une partie de l'emprise de l'ex-fosse Sainte-Henriette d'Hénin-Beaumont afin d'y ramasser les déchets. Et le moins que l'on puisse dire, sans que l'on puisse s'en réjouir, c'est que la collecte a été excellente.
On voit que les gens ne prennent pas soin de la nature et qui pensent pas aux personnes qui vont venir ramasser derrière eux. Il y a des déchets, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans la nature qu'ils sont tout rouillés. Encadrés par les agents de l'agglo chargés de l'environnement, du développement durable et de la collecte des déchets, cette opération aura montré aux plus jeunes l'incivilité de certains adultes qui considèrent la nature comme un immense réceptacle à déchets. Gageons qu'ils sauront s'en souvenir et qu'ils ne reproduiront pas à l'avenir ce genre de mauvaises habitudes. En tout cas, du côté de l'école Curie, on ambitionne de faire de ces enfants de vrais éco-citoyens. Là, on va remettre en place, je pense, les éco-citoyens qui vont ramasser, avec des gants de protection, les déchets dans la cour de récréation, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des déchets qui traînent par terre. Et puis, on va essayer de faire une kermesse presque zéro déchet, donc en lien avec l'association parents d'élèves qui organise. Cette action à Noyelles-Godault s'inscrivait dans la dynamique initiée par l'agglomération et le CIMEVAD autour de l'opération Foyer Zéro Déchet. Le métaphone de Wany accueillait récemment une conférence sur ce thème et nos caméras étaient bien entendu au rendez-vous. Lancé en octobre 2023, le défi Foyer Zéro Déchet s'est achevé en avril dernier au métaphone de Wany. Un point d'orgue que ne pouvait rater Jérémy Pichon, la référence du zéro déchet en France. Initiée par l'agglo Hénin-Carvin et le CIMEVAD, cette première édition du défi a rassemblé près de 200 foyers au travers de 5 ateliers et autant de thématiques. Il y avait une partie, on va dire, un peu théorique où on montrait, suivant les thématiques, comment on pouvait modifier le comportement quotidien. Et en règle générale, à la fin, voilà, on avait une petite partie pratique également. Alimentation, produits chimiques, fêtes et loisirs, vie quotidienne, hygiène et beauté, ces thématiques ont été abordées dans des ateliers sur 7 communes de notre agglomération. Conseils, marches à suivre et partage d'expériences ont séduit tous les participants, à l'image de Sonia, Édouard et Laetitia. Au quotidien, j'évite tout ce qui est emballage plastique. Je ne suis pas encore passée vraiment au tout vrac, mais j'ai pris quelques nouvelles habitudes depuis les ateliers Famille Zéro Déchet. Au niveau des bouteilles d'eau, le refus du plastique, avec toutes ces émissions qu'on voyait à la télé notamment, les plastiques qui polluaient la mer, etc., le plastique qui ne s'éliminait pas, ça c'est une chose que j'ai changée. On boit l'eau en carafe et finalement je m'aperçois que tout le monde est bien d'accord pour dire que l'eau du robinet est peut-être beaucoup plus saine que l'eau dans les bouteilles plastiques. J'ai appris des choses supplémentaires c'était aussi dans l'histoire de partager, parce que finalement il y a aussi des choses que j'ai pu partager avec le groupe. Je pense par exemple à une recette pour le démaquillage. Les produits ménagers aussi, j'ai pas mal réduit. Finalement, avec quelques produits, on peut s'en sortir. Bicarbonate de soude, vinaigre, et puis voilà. C'est donc le one-man show de Jérémy Pichon qui a conclu cette première édition devant une salle comble. Les participants se sont ensuite vus remettre un diplôme, symbole de leur engagement. Le prochain défi pour l'agglo et le CIMEVAD sera d'élargir le profil des participants. C'est vrai qu'on a remarqué que les participants de cette première édition étaient en règle générale des personnes qui étaient déjà dans une démarche presque zéro déchet, qui étaient sensibilisées à la cause. Donc maintenant le grand défi pour la suite, ça sera effectivement d'aller à la rencontre d'autres personnes et d'autres populations. On ouvre à présent une page tourisme puisque depuis le 1er janvier de cette année, les agglomérations de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin ont un office de tourisme commun. Avant d'en parler avec notre invitée Sophie Willem, écoutons tout d'abord Christophe Pilch qui en faisait l'annonce lors de ses vœux il y a quelques mois. Et quel bonheur pour nos territoires d'oser à leur tour investir les questions d'image, de rayonnement et d'hospitalité. Nous avons tant à défendre en commun, à commencer par l'idée que notre patrimoine, à la fois culturel et naturel, est précieux, si précieux qu'il vaut le détour. À cet instant, je pense évidemment à mes collègues de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin présents ce soir. Je veux leur dire merci, vraiment merci d'y croire avec nous, pour nous. Sophie Willem, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de cet office de tourisme élargi. Tout d'abord, précisez-nous les missions de cet office.
Alors je dirais grosso modo que le rôle d'un office du tourisme, c'est de révéler un territoire. Des fois d'ailleurs de le révéler d'abord à leurs habitants, à ses acteurs, avant effectivement de le révéler à des personnes qui viennent de l'extérieur, des touristes, des visiteurs. Ensuite, c'est de créer les conditions d'un séjour, d'une visite réussie. Et pour ça, on a un tas d'outils, des outils de communication pour faire venir, des outils pour créer des rendez-vous, des expériences sur les territoires. Et puis, on fait ça toujours en collaboration. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail qu'on mène avec les acteurs du territoire, avec les habitants, avec les acteurs socioprofessionnels, les restaurateurs, les hébergeurs, les acteurs culturels, évidemment, les acteurs sportifs. C'est vraiment la mise en commun de toutes ces énergies qui va créer une offre accueillante et réussie. Quel est son mode de fonctionnement à cet office ? Alors l'Office du tourisme, c'est une structure qui effectivement dépend désormais des 2 agglomérations, donc, qui sont ses commanditaires. C'est un établissement qui est né de la volonté politique des présidents de la CAL et de la CAL de valoriser leur territoire. Aujourd'hui, c'est une équipe d'une 20aine de collaborateurs qui sera probablement étoffée dans les semaines à venir, qui travaille sur plusieurs points d'accueil touristique. Donc on a la chance d'avoir un maillage de points d'information touristique assez dense qui va se compléter ici au 9-9 bis, mais on est présent dans le centre de Lens, on est présent au Louvre-Lens, au centre d'histoire du mémorial 14-18 à Souchet, également au 11-19 à Los-Angeles. Et donc sur l'ensemble de ces points, à la fois évidemment on accueille les visiteurs, mais on crée aussi du service, on crée des rendez-vous, on a une équipe de médiation, on a une équipe pour accueillir les groupes, un service communication évidemment pour être présent et développer de nombreux supports de communication. Et puis ce qu'on sait moins, c'est qu'on est aussi à la disposition des collectivités, des acteurs publics, privés, qui ont un projet pour développer une offre touristique, créer un produit, chercher un nouveau marché. Et là, c'est vrai que ce sont des équipes d'ingénierie qui sont aussi à l'écoute de collectivités, d'acteurs publics et privés. Dans cet élargissement CAC-CAL, qui est venu vers l'autre? Est-ce que c'est l'agglo de Hénin-Carvin? Est-ce que c'est plutôt l'office? Alors, moi, je suis arrivée en 2017 à l'Office du tourisme de Lens-et-Vin et ça faisait partie de ma feuille de route. D'accord. Je dirais que ces 2 territoires, ils sont naturellement allés l'un vers l'autre. Après, ça a été vraiment des choix politiques aussi très forts et je dirais pertinents de dépasser les frontières administratives. Nos touristes ne connaissent pas la frontière entre la CAL et la CAC. Aujourd'hui, ce territoire, il a une vraie cohérence géographique, historique, paysagère. C'est extrêmement puissant de pouvoir avoir un territoire qui va du sortir de la métropole lilloise jusqu'à l'entrée de la Rajoie, avec une vraie histoire à raconter, des expériences tout à fait singulières. On a la chance sur ce territoire et sur ces 2 agglomérations d'avoir des poids lourds de l'offre touristique régionale. Évidemment, le Louvre-Lens, le Racing Club de Lens, ici des sites miniers de premier choix comme le 9-9 bis, ou le 11-19, les sites de mémoire première guerre, et puis plein de choses qu'on est en train aujourd'hui de découvrir, de révéler au territoire, toutes ces opportunités en matière d'itinérance douce, ces chemins de halage qu'aujourd'hui on rend au public. C'est un territoire qui aujourd'hui a vocation à devenir une des plus grosses destinations régionales touristiques. Quelles sont les implications au quotidien pour votre équipe, cet élargissement ? Alors, l'implication, je dirais que c'est extrêmement stimulant pour l'ensemble des équipes. On a vraiment accueilli ça comme un nouveau challenge. Après, c'est beaucoup de travail, puisqu'effectivement, il y a tout un travail de diagnostic, de recensement de l'offre. Il y a ce qu'on connaît, ce qui est évident, ce qui est déjà une offre touristique qu'il faut aider à qualifier et puis à améliorer sur le parcours client. Et puis, il y a ce qu'on va révéler. Alors, un site que, sans doute, les habitants de l'agglomération connaissent déjà, le centre Denis Papin, avec ses anciennes locomotives, sa mini-image, ce travail de modélisme, ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui a un vrai potentiel touristique et qui doit encore pouvoir être connu et visité par un plus grand nombre. Mais c'est pareil, il y a des sites naturels, je pense du côté de Carvin, le parc et le terril de l'horloge, de la tour de l'horloge. Il y a des choses qu'on ne connaît encore peu. Et puis des potentiels autour aussi, par exemple, on est un hub de logistique qui est, je veux dire, une référence nationale. C'est aussi des choses qui intéressent les visiteurs, de rentrer dans des lieux qu'on ne peut pas visiter habituellement, de découvrir un domaine d'activité. Donc il y a un tas de choses à découvrir encore. De façon concrète, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que vous serez présent
physiquement sur notre territoire des Nains-Carvin. Oui, effectivement. Alors, ça fait plusieurs années qu'on préfigure un point d'information touristique sur le territoire des Nains-Carvin. On sera présent au 9-9 bis. On aura une antenne d'accueil qui sera ouverte du mercredi au dimanche. Donc déjà jusqu'à la fin de cette année 2024, on fera ensuite un bilan pour voir quels sont les horaires pertinents, quels sont effectivement les services à mettre en place. On va développer petit à petit des services complémentaires à ce point d'information touristique, par exemple du prêt de vélo. C'est des choses qui vont se mettre en place progressivement dans les mois et les semaines à venir. Et puis après, on va être présent, c'est-à-dire que bientôt, on propose une réunion, alors qui d'ailleurs aura lieu également au 9-9 bis, des acteurs, à destination des acteurs, restaurateurs, hébergeurs des deux territoires. Mais effectivement, on invite chaleureusement ceux des Nains-Carvin à se présenter à nous pour qu'on puisse leur présenter tous nos services et puis rentrer en contact, imaginer comment ensemble créer de l'offre. Vous parliez tout à l'heure des nombreux atouts de ce territoire. Quel public vous visez ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a déjà des flux touristiques sur ces territoires. Évidemment, le Louvre-Lens, le Racing Club de Lens, les sites de mémoire première-guerre sont de formidables vecteurs d'attractivité. Le 9-9 bis en est un également. Donc on est sur plusieurs types de publics. Je dirais qu'on a ce que nous on appelle les promeneurs chaleureux. C'est ces gens qui, de toutes les régions de France, de Belgique, d'ailleurs en Europe, notamment dans le nord de l'Europe, ont envie de découvrir la région Hauts-de-France. Pour eux, on est un concentré de ce qu'est la région Hauts-de-France. D'abord, on est porteur de cette valeur, de cette qualité d'hospitalité qu'on vante souvent chez les gens du Nord. Ici, un séjour sur le territoire, vous pouvez tout de suite l'apprécier. En termes d'offres, vous allez retrouver tous les marqueurs régionaux. Vous avez cette ferveur autour du foot, vous avez, on l'a dit, l'hospitalité, la bière, nombreux brasseurs avec des brasseries qui se visitent de plus en plus. Il y en a une à Carvin, comme vous le savez. Il y en a bientôt un nouveau spot aussi à Bénifontaine autour de la brasserie Castelin qui ouvre un lieu de visite avec Snoulette. Enfin voilà, ça. On a évidemment le Louvre-Lens qui est un facteur de qualité. Donc c'est ces gens qui veulent découvrir un peu ce qui sont les marqueurs de la région, les sites clés. Et puis après, on a vraiment des gens qui sont des explorateurs passionnés. Alors sur des thématiques qui peuvent être culture, c'est celle à laquelle on pense le plus naturellement avec le Louvre-Lens, mais sur d'autres thématiques, notamment certaines sur lesquelles la CAC a un rôle à jouer, comme par exemple le trail. On est sur un territoire où on accueille le trail des Pyramides Noires. Sur les sports de nature, il y a vraiment une perspective, à mon sens, de développement touristique fort. On est à 1 heure de Paris, près de grosses métropoles, et venir s'entraîner avec un dénivelé comme celui qu'offre nos terris, c'est une vraie opportunité de séjour. On a créé un séjour qu'on appelle week-end trail et bière. Tout est dit, qui mixe à la fois le sens de l'effort et puis celui de la convivialité, la récupération. C'est des offres comme celle-ci qu'on va proposer demain, en bénéficiant en plus de l'accessibilité qui est particulièrement exceptionnelle de ces territoires. La desserte par l'A1, c'est une opportunité en matière de développement touristique qui est formidable. Très bien. Eh bien, Sophie Youlem, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on aura l'occasion de reparler des implications des uns des autres dans ce projet. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Nous poursuivons ce magazine du côté de Wany pour l'inauguration du nouveau pôle culturel de la commune, un pôle baptisé Mine de Culture, un équipement très attendu que vous présente Sébastien Zanchetta. Récemment inauguré, le centre culturel de Wany regroupe le conservatoire de musique, la médiathèque municipale et un auditorium en un seul et même lieu. Mine de Culture, c'est son nom, est installé sur le site emblématique de la Fosse 2 et a d'ores et déjà trouvé sa place auprès des Wanynois. Il a aussi révolutionné le quotidien professionnel des bibliothécaires et des professeurs de musique. On a gagné vraiment en espace et puis ça nous permet d'offrir d'autres services aussi aux usagers. Ils peuvent vraiment venir s'installer sur place, ne serait-ce que pour jouer aux jeux de société. On a un atelier numérique aussi qui va tout doucement se mettre en place avec des propositions. La première chose, c'est l'acoustique. Effectivement, chaque pièce a été travaillée au niveau de l'acoustique avec l'acousticien Vincent Hédon, qui est originaire du nord de la France et qui vient régulièrement travailler encore avec nous pour améliorer tout cela. Nous avons en plus une salle de percussion qui est révolutionnaire parce que c'est une salle qui a été conçue sur pilotis, dont la dalle est désolidarisée du reste du bâtiment, ce qui fait qu'on peut jouer fort et très longtemps, à n'importe quelle heure, sans embêter qui que ce soit.
Installée sur 1000 m², la nouvelle médiathèque dispose d'un espace réservé pour les tout-petits où les lectures qui leur sont destinées ont déjà repris. Les usagers ont un accès facilité à la ressource numérique et peuvent à présent profiter d'ateliers de lecteurs et d'activités autour de la Grénothèque. Enfin, l'offre et les collections disponibles à la consultation ou en prêt ont été étoffées. On est sur à peu près 17 000 documents. À terme, on en aura plus de 25 000. Déjà l'année dernière, on avait commencé à acquérir beaucoup de livres plutôt récents, à renouveler les collections plus anciennes et abîmées. Et là, on continue donc nos achats. Du côté du conservatoire, salle de formation théorique, studio de pratique instrumentale et vocale, mais aussi espace de répétition en orchestre composent la partie réservée à l'enseignement musical. Je tiens à souligner que toutes ces salles sont numériquement étudiées, c'est-à-dire il y a le son, on peut avoir l'accès à Internet qui aujourd'hui est depuis quelques années primordial dans notre métier. Les professeurs sont mis au numérique comme beaucoup, je pense, après la séance Covid où on a dû s'y mettre. Donc, mais ils venaient avec leur propre matériel. Maintenant, c'est du luxe pour eux et tout est sur place et avec une qualité supérieure. Un auditorium qui accueille à la fois la programmation musicale du conservatoire et qui pourra aussi accueillir des spectacles proposés par la médiathèque complète l'offre culturelle de l'équipement. Là, depuis quelques mois, nous sommes déjà à bientôt 400 ou 500 personnes au niveau de la fréquentation en à peine 2 mois. Sensible à cette vocation de tiers-lieu culturel qui fait toute son originalité, l'Agglo Hénin-Carvin a financé ce projet à hauteur de 2 millions d'euros sur un montant global de 9 875 €. Ce magazine, l'Agglo et vous, touche à sa fin. Toute l'équipe d'ILTV se joint à moi pour vous remercier de votre attention, de votre fidélité. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos communautaires. Retrouvez l'Agglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.